l'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous présente l'agenda culturel. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel agenda. Aujourd'hui, nous sommes au l'Historial de la Vendée et ce n'est pas un hasard, cela peut être une très bonne idée de sortie pour ce vendredi 8 mai, qui signe, vous le savez, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un Vendéen, vous le saviez sans doute, le général de Lattre faisait partie de cette signature et vous pourrez découvrir ici à l'Historial son uniforme, des témoignages des anciens du 93e RI, le régiment vendéen qui l'a commandé, ou encore une vidéo qui retrace la victoire alliée. Vous avez même une reconstitution de la table de signature avec le nom du général de Lattre. Nous verrons aussi, comme chaque semaine, les autres sorties. Nous verrons une exposition sur les farfadets, aussi de la musique avec le gagnant du tremplin facétie et l'interview d'un auteur vendéen Alain Coureau. Mais d'abord, un portrait du maréchal de Lattre par Éric Courtois et Louis-Marie Leroy. « 9 mai 1945, à la première heure du jour. Les Alliés réunis à Berlin signent l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie. Parmi eux, un invité de dernière minute, Jean de Lattre de Tassigny, commandant la première armée. Dépêché la veille en urgence par De Gaulle, le général de Lattre impose la France à la table des vainqueurs, au grand mécontentement des émissaires anglais, américains, soviétiques et allemands. Le maréchal Keitel, représentant le Troisième Reich, grommelle en apercevant de Lattre, et en plus, il y a un Français. Il se rend compte que personne ne l'attend à l'aéroport. Déjà, il n'est pas content. Deuxième chose, il arrive dans la salle de signature, et là, déjà, on est à 20h, le 8 mai. Pas de drapeau français. Il en fait confectionner un, avec un bleu de travail, un bout de drap et un bout rouge du drapeau nazi. Manque de chance, les jeunes Russes se trompent de sens, ils nous font un magnifique drapeau hollandais. Donc il faut le redécoudre pour refaire un drapeau français. Et enfin, vers 20h, le drapeau français est là. Et puis ensuite, il y a donc la signature, qui en fait est le 9 mai à minuit 6. C'est pour ça que dans les pays de l'Est, on fête la fin de la Deuxième Guerre mondiale le 9 mai. Jean de Lattre de Tassigny est né en 1889 à Mouilleron-en-Parais. Village qui, paradoxe de l'histoire, a déjà vu naître Georges Clémenceau. Soldat engagé dans la drôle de guerre, il refuse en 1943 la collaboration et se retrouve en prison. Évadé, il rejoint De Gaulle à Alger, qui lui confie la première armée. S'ensuit alors une longue marche victorieuse pour libérer la France, de Toulon à Colmar. De Lattre, en fait, a réussi à mettre dans une seule armée des combattants qui venaient du monde entier, notre ancien empire, donc qui n'avaient pas toujours la même religion, pas toujours la même philosophie. Et il a réussi à amalgamer ces troupes-là avec du matériel américain, avec l'ensemble des résistants, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et c'est pour cela que le général de Gaulle lui a demandé de représenter la France, qui n'était pas attendue, pour la signature du 8 mai à Berlin. Durant la guerre d'Indochine, Jean de Lattre est nommé à la tête des armées françaises. Parmi les troupes engagées, son fils Bernard, qui trouvera la mort à 23 ans. Pardon de n'avoir pas su le protéger, écrira un père éploré à sa femme. Le 11 janvier 1952, Jean de Lattre de Tassigny s'éteint à son tour. Il est fait maréchal de France à titre posthume. Il est inhumé aux côtés de son fils Bernard, dans le petit cimetière de Mouilleron-en-Parais. Mouilleron, qui garde au cœur la devise de vie de ce fils de légende, ne pas subir. Connaissez-vous les farfadets, ces petits êtres qui peuplent la mythologie de l'Europe du Nord et de l'Ouest? Une exposition, un petit peuple nommé farfadet, leur est consacrée à la maison de la Libellule. Qui sont-ils? Quelle langue parlent-ils? Quelles sont leurs relations avec les humains? Explication de Grégoire de Châtillon. Farfadet, poule piquant, lutin, corrigan, nous avons tous un jour ou l'autre entendu parler de ce peuple de petite taille, omniprésent dans nos traditions. Un monde étrange qui plaira tout particulièrement aux enfants. Le personnage phare, Petit Jean, qui est un corrigan de la forêt de Brocéliande, mesure 60 cm de haut. Donc pour la plupart des enfants, il est plus petit qu'eux, donc complètement accessible. Alors dans l'exposition, on va suivre Petit Jean, les aventures qu'il va vivre entre le trajet Brocéliande-Chaillé-sous-les-Ormeaux pour venir rendre visite à ses cousins, les Fradets, à Chaillé-sous-les-Ormeaux.
Donc les enfants vont pouvoir finalement se familiariser avec ces petits personnages, apprendre à connaître leur vie, comment déjouer leur tour malicieux également. Quels sont leurs pouvoirs ? Quelle langue parle-t-il ? Que se passe-t-il lorsqu'un humain rencontre un lutin ? Toutes ces réponses sont révélées dans un parcours scénographique inspiré des dessins de Pascal Moguerou, illustrateur breton, fasciné par le monde des lutins. La Vendée, comme toutes les régions françaises et évidemment les pays qui nous entourent, l'Irlande, l'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas, ont une forte culture des lutins. Donc selon les pays et les régions, évidemment, ils auront des noms différents. En Bretagne, on peut trouver les corrigans. Ici, on va plus trouver les poules piquées, poules piquants, fradets, farfadets, fadets. Et bien d'autres encore. Un petit peuple nommé Farfadet est la 4e exposition temporaire de la maison des libellules. Tout le monde peut se retrouver dans cette exposition puisque tout le monde a un jour ou l'autre entendu parler de ces petits personnages dont auparavant on parlait dans les veillées auprès de la cheminée. Maintenant ces veillées n'existent plus, donc on a voulu reproduire ici un contexte justement de diffusion orale de ces légendes. Alors, si le monde des lutins vous intrigue ou bien suscite votre curiosité, allez-y, cela fait partie de nos traditions populaires. Elle, la coulée douce, c'est le titre de son livre. Lui, il s'appelle Alain Coureau. C'est un auteur vendéen que nous avons rencontré la semaine dernière. Alain Coureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Elle, sous-titré La coulée douce. Oui. C'est, ne dites-vous, une autofiction. Déjà, ça veut dire quoi, une autofiction ? Disons qu'il y a une grande part de ce livre qui contient une part de ma vie. Autofiction parce que j'y ai glissé une intrigue qui évidemment ne m'appartient pas. Une intrigue policière. Je peux d'ailleurs m'en expliquer. Oui, parce que moi j'ai un petit peu de mal à la lire. Je plaisante. Dites-moi, c'est votre. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est un peu amusant et pas très banal, c'est votre deuxième livre. Oui. Le premier, Elle, la fin du samsara, c'est plutôt bien vendu. Oui. Vous êtes un auteur vendéen et vous êtes mis à l'écriture, si je peux me le permettre, un peu tardivement. Comment c'est venu ? Comment on a un jour comme ça le déclic, on se dit j'ai envie d'écrire un livre ? Je pense que j'ai toujours écrit. Sauf que je ne mettais pas mon écriture en avant du tout. Tout petit déjà même, je faisais des poésies et l'instituteur me faisait les lire devant tout le monde. Et je peux vous dire que quelquefois c'était un petit peu délicat à régler à la récréation, une mise en avant un petit peu délicate. Mais en fait non, j'ai toujours écrit. J'ai simplement commencé en 2001. Je me suis décidé véritablement à écrire Elle, la fin du samsara, parce que j'avais une corbeille à vider. C'était un exutoire quelque part. Il fallait que je me libère, que j'explique un petit peu mon cheminement pour arriver jusqu'à cette personne que j'ai rencontrée, qui est aujourd'hui mon épouse. Ah, donc c'est elle. C'est elle, la vraie elle, celle que j'avais dans ma tête depuis toujours, qui était mon être fantasmatique à moi, comme les femmes peuvent avoir leur beau chevalier avec leur beau destrier blanc. On est mariés depuis 8 ans, on a une gamine de 7 ans et demi, elle n'est jamais repartie. Voilà. Donc on m'a dit, ton histoire n'est pas trop banale, tu devrais peut-être la raconter. Et je me suis laissé porter par cet encouragement complaisant. Et c'est comme ça que vous avez commencé. Et c'est comme ça que j'ai véritablement écrit Elle, la fin du samsara. D'accord, le premier. Voilà. Alors comment pourrait-on résumer le dernier qui a quand même des allures de thriller par moments qui moi, âme sensible, m'ont un petit peu fait peur. Là, en fait, j'ai voulu continuer notre histoire qui d'un seul coup... J'ai voulu donner 2 vitesses à ce roman parce que notre histoire était une romance fantastique. Évidemment, il y avait cet écart d'âge entre mon épouse et moi, mais qui nous attirait pas mal de regards obliques. Hein. Mais c'était vraiment une romance, on a vraiment vécu ça doucement. La seule chose qui s'est glissée de désagréable dans notre romance, cette romance en question, c'est qu'un individu a cherché à s'introduire dans l'appartement qu'elle occupait à l'époque et a vraiment manifesté son passage d'une façon tellement claire qu'il n'y avait aucun doute qu'il avait de mauvaises intentions à son égard. Et c'est pour ça que vous êtes vengé, en fait, c'est lui que vous tuez dans votre livre. C'est exactement ça, moi j'ai trouvé ça très amusant. Comme c'est très mal, c'est pas beau, c'est défendu de le faire, d'autant que moi je me serais senti absolument incapable de faire une chose pareille. Je pouvais pas supporter que ce type puisse se balader et commettre ses forfaits en toute impunité.
Donc j'ai décidé de régler son compte par le biais de l'écriture. Et j'avoue m'être beaucoup amusé à le faire. Donc il y a un troisième roman en route. Oui, il y a un troisième roman qui est terminé, qui n'est pas encore publié, qui s'appelle L'Esprit cannibale. Ah oui, de mieux en mieux. Oui, parce que je suis parti sur un principe un petit peu différent de ce qu'on dit d'habitude. D'habitude, on dit je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, et moi, je me suis amusé à dire je ne sais pas ce que le passé me réserve. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je pense à quelque chose, que je m'interroge sur mes dysfonctionnements ou certains de mes comportements, j'essaye d'attribuer la responsabilité à mes aïeux, mes prédécesseurs, mes ancêtres. Le mot de la fin et on verra avec votre troisième livre ce que votre passé vous a réservé. Merci infiniment Alain Kurov. Merci beaucoup à vous aussi. Le gagnant du tremplin Jeune Talent Facessi est Tomislav. On le sait déjà, il fera une première scène dans le cadre du festival du mois de septembre. François Conneau a fait un tour dans les coulisses pour nous. Dans le cadre de la programmation Facessi, la soirée tremplin a son importance. 4 groupes sont en compétition, le gagnant obtenant son ticket direct pour le festival mouilleronais. Dans la salle, le jury a bien sûr un rôle prépondérant dans la note finale, avec tout au long de la soirée une feuille de route à suivre et à respecter. Il y a un premier critère qui est la subjectivité, parce que il faut pas se voiler la face, hein, on aime ou on n'aime pas, mais ça il y a une place dans le choix du jury pour ça. Et puis ensuite il y a des critères un peu plus sérieux qui sont la qualité, si on veut. Alors on essaye de donner des principes tangibles, c'est-à-dire que on a la justesse, la qualité d'exécution, l'enchaînement des morceaux. On a la présence également, s'il y a un rapport avec le public, s'il n'y en a pas, s'il y a vraiment une attitude sur scène qui est particulière. Voilà, c'est ces 2 critères principaux. Puis il y en a un troisième qui est un peu le choix des textes, l'originalité du propos et puis l'enchaînement des chansons. Dans le jury, constitué cette année de 8 membres, on retrouve 2 membres du comité de pilotage du festival, 2 professionnels, 2 partenaires de l'événement et enfin 2 jeunes filles appelées de dernière minute. Pauline et Joséphine sont bénévoles à Facessi et ont déjà assisté à plusieurs concerts. J'ai été choisie par mon animateur du foyer des jeunes. Il m'a appelé mercredi et il m'a demandé si je voulais bien être jury. Pauline m'a expliqué que le directeur du jury cherchait 2 personnes et elle a pensé à moi, donc c'est comme ça que j'ai fait partie du jury. Une soirée où le public a eu aussi son mot à dire. L'organisation a souhaité en effet l'associer au choix du groupe qui se produira sur la scène du festival en septembre prochain. Choix serré qui s'est finalement porté sur Tomislav, vainqueur à l'applaudimètre. Le public et le jury ont aimé ce chanteur atypique qui s'accompagne de percussions et de sa guitare dans un registre très musique de variété. Ils le reverront avec plaisir à Mouilleron-le-Captif pour un nouveau show dont il a le secret. Dans ce train, il n'y aura qu'un plus heureux que moi. Quand j'aurai frappé à la porte d'entrée, la joie fera pleurer ma mère. Voyons aussi vos autres sorties cette semaine. 2 rendez-vous ce 8 mai au musée Clémenceau de Lattre. À 14h d'abord, la projection en français et en anglais du film Rance Berlin. La projection sera suivie d'une conférence à 16h de Lattre Ne pas subir par Jean Paulouet, qui est, vous le savez, l'auteur d'une biographie Jean de Lattre de Tassigny, Ne pas subir, paru en avril. Le jazz investit la Tranche-sur-Mer en mai. Jazz manouche, blues, big band, danse vous seront proposés en plein air sur différents lieux de la ville les 9 et 10 mai. Et si vous y allez, ne ratez pas l'exposition Talani à l'Hôtel de Ville. L'artiste peint les musiciens qu'il a rencontrés sur scène. Il a participé depuis 2000 à plusieurs expositions, dont le Salon des Indépendants et le Salon des Artistes Français à Paris. Et plusieurs prix ont couronné son travail qui s'expose régulièrement dans les clubs de jazz et festivals. Une vache taguée comme affiche, un rappeur Kerry James en guest star, de battle de breakdance, le tout à Boufferet. Bienvenue à Jungle Up, le festival des cultures urbaines à la campagne. 4e édition ce 16 mai avec 18 groupes et artistes et pas moins de 8 disciplines, repartis sur 3 scènes pour des concerts, performances et battles non-stop de 20h à 3h du matin. Après le Barbier de Séville ou le mariage de Figaro, la compagnie pirate continue son voyage théâtral dans le XVIIIe siècle avec la pièce de l'auteur italien Goldoni. Ce sont les amoureux qui hanteront ce week-end le théâtre de la Licorne à Olonne-sur-Mer.
Folie de la comédie italienne, la pièce est l'histoire vive, émouvante et terriblement drôle de deux amoureux magnifiques d'humanité. Et pour leur donner un nouveau souffle, le metteur en scène les a transposés dans les années 50-60, si évocatrices d'un cinéma italien, celui de la Cinecittà, de Risi, de Gassman, de Scola. Odyssée, le conte musical qui met au goût du jour le mythe homérique, continue sa tournée vendéenne avec 2 spectacles cette semaine à Moutier-les-Moffats et Beaurepaire. L'histoire est la même et c'est bien un conte, mais ponctué d'ambiance musicale contemporaine pour un rendez-vous qui s'annonce très original. Voilà, c'est la fin de cet agenda culturel. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. L'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous a présenté l'agenda culturel.